Le 30 octobre 2023, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2703 prorogeant d'une année la mission de la MINURSO au Sahara. C'est une décision qui peut sembler ordinaire, mais a son importance au niveau diplomatique et pour le futur de la situation dans la zone. Beaucoup d'observateurs ont dit qu'il y a une reconduction pratiquement de la même chose ou de la résolution 2606 de l'année dernière. Il y a quelques nuances que nous nous permettrons de rappeler dans cette chronique. D'abord au niveau du vote. Au niveau du vote, 4 membres ainsi que 4 membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que 9 non permanents ont voté pour 13. La Russie et le Mozambique se sont abstenus. Pourquoi ce vote de la Russie? Tout simplement parce que la Russie, comme à son habitude, veut se démarquer de la diplomatie américaine, d'autant plus que cette année, ce sont les États-Unis d'Amérique qui étaient les porte-plumes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit la résolution. La Russie, elle a proposé un élément intéressant qui a été quelque part rappelé dans une chronique précédente, à savoir que maintenant il faut parler de référendum dans le Sahara et non plus d'autodétermination. Parce que la fameuse fable de l'autodétermination semble maintenant résolue dans la mesure où il y a possibilité d'autodétermination au sein du plan d'autonomie élargi proposé par le Maroc. Maintenant, une fois que l'autodétermination a été démolie, on revient à la proposition de référendum, proposition que nous avons déjà rappelée qu'elle était pratiquement inopérable du fait que la base électorale a beaucoup évolué. Là aussi, ce n'est pas une attitude pro-algérienne ou pro-Polisario. Je pense que c'est beaucoup plus une attitude de contrarier les ambitions de monopole de puissance des États-Unis d'Amérique en conformité avec le discours de Munich de Poutine de 2007. Qu'a apporté de nouveau cette résolution? Cette résolution, justement, elle a apporté le nouveau qu'elle a, de manière claire, rejeté l'optique ou la possibilité de référendum et s'est attachée à prôner une solution mutuellement acceptable des parties. Elle a reconnu de manière implicite un certain nombre de points que nous avons déjà rappelés, à savoir le développement économique du Sahara, la possibilité d'expression libre qui est donnée aux différentes élites politiques du Sahara au sein des différentes instances élues. Bref, elle a dit ce que nous avions rappelé et elle a aussi, cette fois de manière explicite et peut-être un petit peu plus ferme, et ça nous réjouit, demandé un recensement de la population de Tindouf. Un recensement qui permettra probablement d'abord de faire ressortir la diversité, ce melting pot de population qui est là-bas, et de donner la possibilité à cette même population d'obtenir le statut de réfugié dans un premier temps et le passeport pour pouvoir se déplacer dans un deuxième temps. Optique que, bien sûr, ni l'Algérie ni les Polisario ne peuvent envisager parce que ça serait contre-productif pour eux. Est-ce que le Maroc, dans cette situation, est gagnant? Bien sûr, il est gagnant à plusieurs titres. D'abord, il conforte sa position et ses propositions d'autonomie, et il conforte en même temps, bien sûr, à travers sa présence, sa politique et son aura internationale, et il a maintenant une année supplémentaire pour pouvoir travailler plus, essayer d'aborder plus les pays qui ont encore quelques doutes sur la faisabilité du plan d'autonomie. Nous sommes déjà bien avancés puisque nous avons sur papier presque la majorité de l'Assemblée générale, composée de 194
membres, nous avons pu convaincre une centaine, mais il faut encore un nombre plus important pour essayer de faire en sorte d'emporter la mise. Quel est le nombre de ceux qui soutiennent jusqu'à présent l'autre parti? Ils ne dépassent guère la trentaine et même leur soutien est chancelant. Voilà une situation qui semble rassurante, mais qui est le fruit, comme je l'ai toujours dit, et là nous passons du factuel à l'analytique, c'est un travail de longue haleine qui a été fait par la diplomatie marocaine et qui a trouvé des convergences avec un certain nombre de décisions, des doctrines diplomatiques au niveau international de l'Occident et notamment des États-Unis d'Amérique. Je m'explique. Prenons d'abord la grande décision de diplomatie ou de doctrine diplomatique américaine, à savoir la doctrine du pivot, établie par l'équipe Barack Obama, équipe dans laquelle était présent Anthony Blinken, actuel sous-secrétaire d'État ou secrétaire d'État, et la sous-secrétaire d'État Wendy Sherman. Théorie qui stipule que les États-Unis doivent faire en sorte de trouver des solutions aux conflits régionaux dans la Méditerranée et autour de la Méditerranée et en Europe, et essayer de consacrer le plus important de leurs forces à l'Indo-Pacifique. Cette doctrine a été bousculée par le conflit d'Ukraine, elle est bousculée actuellement par ce qui se passe en Palestine, et parmi les éléments auxquels les États-Unis attachent de l'importance pour trouver une solution, c'est cette question du Sahara, et je pense que le département d'État a tranché de manière permanente, c'est une décision d'État des États-Unis d'Amérique. Trump a sauté le pas de reconnaissance de la souveraineté, mais il a été suivi par Biden, bien que politiquement il n'était pas du même bord. Cela tout simplement dit que c'est une décision qui s'inscrit dans la doctrine générale des États-Unis d'Amérique, à savoir que le plan d'autonomie et la solution proposée par le Maroc est la plus viable. Les États-Unis ne veulent pas d'un État qui n'a aucun sens ni aucun poids au niveau du Maghreb, et que ça sera un facteur de déstabilisation de la situation. Cette doctrine du pivot, il faut la retenir parce qu'elle est toujours présente. Elle est toujours présente et toujours les États-Unis considèrent que la principale inquiétude ou objectif, c'est celui de rétablir le rapport de force avec la Chine et peut-être ne pas laisser ce pays la dépasser. Chine qui, entre parenthèses, a voté pour la résolution 2703. Autre élément qui renforce la position du Maroc, et peut-être que les observateurs ont passé, considérant que c'était quelque chose qui était dans l'ordre des choses, c'est l'obtention par le Maroc de la co-organisation de la Coupe du Monde. Voilà un pays qui, soi-disant, a un conflit dans son territoire et qui passe de manière magistrale l'attribution de la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas un fort message de soft power, un fort message qui dit que comme quoi la communauté internationale, parce que je n'ai pas entendu de protestation à gauche ou à droite sur cette attribution, la communauté internationale considère que, somme toute, le Maroc est un pays qui a sa stabilité, qui a la possibilité d'être un opérateur important, non pas uniquement dans la Méditerranée occidentale, mais bien au-delà, au niveau mondial, parce que c'est un pays qui a quand même montré son sérieux diplomatique. Devons-nous nous arrêter là et dire que nous avons encore la résolution 2703, que nous avons encore une année à travailler et que les choses
vont évoluer doucement vers une conviction profonde de la communauté internationale de partager nos points de vue. Je pense que c'est une question aussi qui doit nous interpeller. Cette confiance est une charge supplémentaire, est une responsabilité supplémentaire qui nous incite, nous, Marocains, notre diplomatie, à plus d'efforts, à plus de travail pour rencontrer ou pour aller vers plus de succès dans notre diplomatie et pouvoir un jour, peut-être un jour proche, c'est le souhait de ceux de ma génération, pouvoir dire que ce dossier du Sahara va être définitivement résolu.